parler des arbres syntaxiques. Donc, les arbres syntaxiques est un outil qui vous permet donc de fabriquer votre arbre, votre table de vérité, pardon, afin que vous puissiez avoir un raisonnement adéquat et correct et faire une table de vérité au propre pour résoudre vos exercices de raisonnement. Donc ce n'est pas un outil très important peut-être pour l'examen, mais ça peut l'être si vous êtes confronté durant votre examen à des énoncés qui sont parfois fastidieux, parfois longs, avec plein de connecteurs logiques ou avec des propositions composées, avec plein de propositions simples et qui rendent un peu difficile la tâche de réaliser la table de vérité. Donc en fait, l'arbre de syntaxique est une astuce pour savoir ordonner la structure, votre démarche pour fabriquer votre table de vérité de manière... allez, c'est un algorithme pour fabriquer votre table de vérité de manière efficace, propre et donc faciliter ainsi votre résolution. Donc une application, donc si à l'examen on vous donne cette phrase-là, donc si le patient a de la fièvre et que son état général n'est pas bon, alors le patient a une infection. Enfin, si on vous donne cet énoncé-là, alors première étape, c'est donc associer chaque élément de la phrase par des propositions simples. Et alors par convention, après c'est vous qui choisissez, mais par convention on choisit de préférence les phrases par des lettres où ces phrases sont associées à des phrases affirmatives, donc c'est-à-dire des phrases positives. J'aurais bien pu dire que la lettre Q était associée à son état général n'était pas bon, on aurait pu le faire, mais alors voilà, il faut juste inverser les concepts dans la table de vérité, mais par défaut, enfin par convention, on met toujours la phrase sous son format affirmatif, donc on enlève la négation, qu'on va associer une proposition simple à un morceau de la phrase. Donc, c'est-à-dire que si le patient a de la fièvre et que son état général n'est pas bon, alors le patient a une infection. Le patient a de la fièvre, on associe par P. Que son état général n'est pas bon, on choisit par convention sous son format affirmatif. Donc, son état général n'est pas bon. Alors, donc c'est une implication, le patient a une infection. Donc, le patient a une infection. Vous avez compris que si tatata et alors tatata, si tatata et tatata, alors le patient a une infection, vous voyez que c'est une implication, et donc ça veut dire que la condition suffisante à l'infection, c'est patient a la fièvre et état général n'est pas bon. Donc ça, c'est les deux éléments qui constituent la condition suffisante à l'infection, alors que l'infection est une condition nécessaire au fait que le patient ait de la fièvre et un état général qui n'est pas bon. Mais en bref, on met toujours conventionnellement les propositions simples sur leur format affirmatif. Et alors, quand on va traduire cet énoncé, alors on met P et non Q. Donc P, le patient a la fièvre, et non Q. Pourquoi non Q? Parce que dans la phrase, c'est son état général n'est pas bon. Donc c'est-à-dire que c'est sous son format négatif, donc alors que Q, c'est son état général est bon, donc on met la négation de non Q pour dire son état général n'est pas bon, comme est dit dans la phrase, parce qu'on veut justement traduire cet énoncé-là, et donc on a P et non Q implique R. Et alors, comment je sais qu'il y a la parenthèse et dans P et non Q? Il faut juste identifier qui est la cause suffisante, qui est la cause nécessaire. La condition suffisante et la condition nécessaire, pardon. Et donc, on sait que le fait d'avoir la fièvre et avoir un état général pas bon, ça, c'est une condition suffisante pour avoir l'infection. Donc, c'est comme ça qu'on sait plus ou moins qui a la priorité. Mais en tout cas, vous rappelez vos règles de priorité. Enfin, on verra ça dans une capsule. Je pense que je pense que je l'ai déjà expliqué dans une capsule. Donc, dans la capsule résumé synthèse, chapitre 9, partie 9, chapitre 3, ok. Donc, je vous ai fait une capsule vidéo synthèse. Si vous vous rappelez les règles de dominance, eh bien, on sait bien que le symbole conjonction a une dominance plus importante que le symbole implication. Donc, c'est comme ça qu'on sait où est la parenthèse, entre guillemets. Enfin, peu importe, c'est que du détail. Et donc, si vous voulez faire la table de vérité de cette proposition composée, le voici. Et donc, vous voyez que on ne sait pas par où commencer. Est-ce que j'écris directement non Q, peut-être par P, peut-être par R? Bon, encore ça, c'est facile de deviner par soi-même, mais bon, comment faire cette table de vérité correctement? Et donc, c'est pour ça qu'on fait un arbre syntaxique pour s'aider. Et alors, je vous illustre déjà le concept, mais après, on va généraliser la méthode. Eh bien, comme on peut voir, on a une implication. Et donc, cette implication va donner la condition suffisante et la condition nécessaire. La condition nécessaire étant le R, la condition suffisante étant P et non Q. Et alors, ça, on va le décortiquer encore. Et donc, ça va donner P et non Q. Et non Q
on décortique, ça donne Q. Et donc, on a les ramifications de notre arbre, c'est P, et Q et R. Et donc, c'est les ramifications de l'arbre syntaxique qu'on va mettre en premier, qu'on va mettre directement dans la table de vérité, donc P, Q et R. Ensuite, on monte d'un étage, et donc on va parler de non Q, ok. Donc non Q va être décrite, et donc on va mettre non Q dans la table de vérité. Puis on monte encore d'un étage, et on va parler de P et non Q, et donc P et non Q va être décrit dans la table de vérité. Et puis on va regarder l'autre côté, donc le R a été déjà mis depuis le départ, parce qu'on a parlé qu'on commence toujours par les ramifications de la branche de l'arbre, donc c'est déjà mis. Et alors on va parler ensuite de l'implication, pour concerter tout ça, et donc on met tout ça ensemble, et donc on fait notre fameuse table de vérité. Encore un autre exemple. Donc, grâce aux tables de vérité, on peut déterminer donc les valeurs de vérité des propositions, même les plus complexes, en fonction des valeurs de vérité des propositions les plus simples, qui les composent en faisant la table de vérité. Et bien sûr, l'arbre syntaxique peut vous aider de structurer correctement votre table de vérité. Mais bon, par exemple, si je prends ici, il est faux que ce citoyen soit mineur et qu'une prolongation de minorité n'ait pas été actée à son égard, et il faut qu'une prolongation de minorité a été actée à son égard et qu'il ne soit pas mineur. Ben, là, si vous analysez, vous décortiquez tout ça, vous avez quand même 1, 2, 3 conjonctions. Et alors, en regardant le sens des phrases, okay, vous voyez qu'en fait, c'est la deuxième conjonction qui est la conjonction centrale qui se met ici. Alors que ici, alors qu'ici, on a « il est faux que ce citoyen soit mineur ». Donc ça, c'est la lettre P pour citoyen mineur, soit mineur. Et une prolongation minorité n'est pas été actée à son égard. Donc la prolongation de minorité, c'est notre fameux Q. Okay. Et alors, on dit que cette prolongation de minorité n'est pas été actée. Donc il y a une négation. Donc en fait, tout ça, c'est au final non Q. Et alors on dit il est faux, donc il est faux, ça veut dire qu'on va rendre tout ça avec une négation dans l'ensemble, et donc c'est pour ça qu'on a le non, parenthèse P et non Q, parenthèse fermée. Puis on a la conjonction centrale, ici le et alors il est faux qu'une prolongation de la minorité a été actée à son égard. Il est faux, de nouveau c'est une négation en externe de la parenthèse qui est là. Et alors on parle d'une prolongation de minorité, donc Q, est acté à son égard, et qu'il ne soit pas mineur, le fait de ne pas être mineur, c'est non P. Et donc, à la fin, cet énoncé, on va le formaliser de cette manière-là. Donc, dans cette manière-là, on a cette proposition composée, et donc on va faire la table de vérité de ça. Alors, bien sûr, on fait la table de vérité, et vous voyez, c'est quand même une longue table de vérité, mais comment s'y prendre étape par étape? Qu'est-ce que je dois commencer étape par étape? Eh bien, vous allez donc décortiquer cette table de vérité, enfin, cet énoncé. Et donc, vous aurez non P et non Q, avec la conjonction non Q et non P. Ok. Alors ça, c'est la conjonction centrale. On subdivise, on va avoir non P et non Q. Ensuite, on aura non Q et non P. On va continuer la conjonction, et donc on va, bien sûr, l'idéal, vous voyez que c'est compliqué parce que on a la négation qui est déjà appliquée. Donc le plus malin serait donc de retransformer cet énoncé pour être un peu plus simple. Et donc on applique la loi de Morgan, non P ou non de Q, donc Q. De l'autre part, on a non Q qui va donc être une conjonction par la loi de Morgan. Et donc ça sera non Q ou non de P, donc ça veut dire P. Voilà, donc on traduit comme ça. Et ensuite, comme là on a une disjonction, on aura non P et Q. Et ici, on aura non Q et P. Et donc on a P et Q. Et alors, ce qui nous intéresse ici, on a ça. Alors on a encore de nouveau P et Q, mais c'est redondant. Donc on va déjà faire la table de vérité de P et Q. Oups. Voilà. P et Q. Et alors on voit qu'on a non Q, non P, pardon, et non Q. Et donc,
Voilà. On écrit déjà non P et non Q. OK. Oups. Et alors, on a désormais l'expression non P ou Q. OK, non P ou Q. Et donc, on peut déjà l'écrire. Non P ou Q. C'est la même chose de dire non de P et Q. Comme ici, on avait dit au départ. C'est la même chose. Hein. Donc ça, je peux écrire aussi comme ça, de cette manière-là. P et non Q. C'est la même chose. Okay, c'est équivalent. Hein. On a juste appliqué la négation par la loi de Morgan. Et alors, on aura non Q ou P. Et donc ça, c'est aussi la même chose que dire non Q, non de Q inter non P. Ok, c'est à vous de choisir la notation, mais l'important c'est que vous compreniez ce que vous faites. Et alors, on termine par l'expression ici. Bon, comme c'est long, je vais mettre ça en violet. Et ça, je vais l'appeler Z. Comme ça, on simplifie les notations. On marque Z ici. Voilà. Et donc, on fait notre table de vérité, qui n'est pas compliquée. Alors, ici, on a vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. La négation de non P, enfin, par la négation de P, on a non P, et donc non P est l'inverse de la table de vérité des valeurs de vérité de P. Donc, c'est faux, faux, vrai, vrai. Et là, donc, pour le non Q, ben, on inverse juste pour le Q. Donc, faux, vrai, faux et vrai. Et alors, on a non P ou Q. Et donc, non P ou Q, comme vous pouvez voir, c'est une disjonction. Et donc, si, rappelez-vous les règles, si un des deux est vrai, que ce soit P ou non Q, que ce soit non P ou Q, si un des deux est vrai, ben, la disjonction est vraie. Et donc, c'est vrai. OK. Puis, c'est faux. Puis, c'est vrai. Puis, c'est vrai. Et alors, de même pour non Q ou P, ok, donc la disjonction de non Q et P, enfin la disjonction, donc c'est-à-dire un ou, alors on aura non Q et P, et donc ce sera vrai, vrai, faux, vrai. Et donc à la fin, on fait juste la table de vérité de Z, et donc c'est quoi? C'est une conjonction. Donc c'est une conjonction donc des deux dernières colonnes. Et donc la conjonction des deux dernières colonnes, bah, si un des deux est faux, bah, rappelez-vous la règle d'une conjonction. Si un des deux est faux, bah, la réponse est fausse. Donc là c'est vrai, puis c'est faux, puis c'est faux, puis c'est vrai. Est-ce que c'est le cas? Bah oui, regardez, on a bien vrai, faux, faux, vrai. Et donc ça, c'est la table de vérité, les valeurs de vérité de Z qui correspond à l'énoncé qu'on a dit au départ. Voilà, vous voyez, la table de vérité, on peut le retrouver en faisant l'arbre syntaxique pour ordonner de manière... voilà, c'est une manière un peu plus propre de faire sa table de vérité à partir de l'arbre syntaxique. Donc l'arbre syntaxique est un outil qui peut vous aider à faire correctement votre table de vérité. Et donc voilà. Alors, une application ici, donc, vous voyez, on a A implique B et non A implique B, donc si et seulement si B. Donc ça, c'est quand on va vous donner l'exercice. Donc dans un examen de raisonnement, on ne va pas vous donner sous ce format-là directement. C'est à vous, lorsque vous allez traduire des phrases, de transformer sous la forme d'une proposition composée. Donc c'est votre travail à vous. Et une fois que vous avez correctement fait votre proposition composée en écrivant sous ce langage en logique formelle, eh bien vous faites votre arbre syntaxique. Et donc voici. Et donc, vous identifiez, donc ici on voit que c'est la notation si et seulement si qui passe en priorité ici. Puis on subdivise B, puis A implique B, etc. Puis on redivise la conjonction, puis on subdivise chaque implication et la négation, on subdivise ici. Donc voilà, on fait en fait petit à petit, on décortique notre arbre syntaxique. Et donc voilà, on sait qu'on a deux variables, A et B, là de même A et B aussi, et donc c'est juste qu'on ne va pas être redondant. Donc A et B sont là, et donc on écrit la table de vérité de A et B. Et donc, bon, il y a 4 lignes, mais ça, c'est pas important de savoir qu'il y a 4 lignes. Vous faites ça un peu au feeling.
Donc vous savez qu'il y a A et B déjà à mettre. Et donc, ce qui va se présenter ici, donc on va déjà avoir, en procédant donc les autres colonnes, donc c'est énumérer toutes les éventualités, mais évaluer donc les valeurs de vérité correspondantes. Et ici, on va avoir le nom A, et donc on met en place le nom A, ok, et donc on inverse la table de vérité de A. Ensuite, on parle donc de l'implication. L'implication va être décrite, et donc l'implication va être mise ici, et pour l'implication non A de B aussi également. Donc déjà, là, on est monté déjà dans cet étage ici. Et alors, on fait la conjonction de tout ça qui va être faite. Et donc, on fait la conjonction de ces deux implications, ok. Et alors, ensuite, on monte d'un dernier étage pour parler du symbole équivalent. Et alors, on essaie de trouver le rapport entre l'équivalence entre cette table de vérité ici, avec les valeurs de vérité, et la valeur de B. Et donc, on fait la table de vérité de l'équivalence de cet élément-là, donc de cette proposition composée que je suis en train de montrer avec ma souris, et avec B. Et donc, on fait l'équivalence et on voit que 1 et 1 est vrai. 0 et 0, bah, c'est équivalent, donc c'est vrai. 1 et 1, bah, tous les deux sont équivalents, c'est 1. 0 et 0, c'est équivalent, ça donne 1. Donc ça nous donne les valeurs de vérité pour cette proposition composée. Et on voit que toutes les valeurs sont identiques. Donc, c'est une loi logique. Ok, donc c'est une tautologie, c'est une loi logique. Donc, peu importe les valeurs de vérité des propositions simples qui composent ce langage en proposition composée, ben, peu importe leur valeur, une par une, on sait que ce sera toujours vrai. Donc c'est une loi logique. Ici, encore un exemple, voilà, on prend le symbole équivalent, on subdivise avec la conjonction à gauche, et puis la disjonction à droite, et puis on redivise avec la conjonction qui est présente, et puis avec la négation ici, et puis à la fin on a P et Q, et donc on écrit P et Q, déjà fait, et puis on voit qu'on remonte, on a une négation pour le Q et le non P, et donc on écrit aussi le non Q et le non P. Bon, l'ordre n'a pas d'importance, mais en tout cas il faut que les 4 soient énumérés. Puis on a la conjonction du P et Q, puis on a la conjonction de P et non Q qui va être mise, et puis on a la disjonction de ces deux-là, de ces deux éléments, donc de ces deux dernières... pas ces deux dernières, on fait la disjonction de P et non Q, donc cette colonne-là avec la colonne de non P, pardon, donc de non P, donc non P est là, et P et non Q est là, donc on fait la table de vérité de cette disjonction entre non P et non Q, et donc on fait cette table de vérité. Et alors pour l'équivalence, en fait on regarde l'équivalence, comme vous voyez ici, de ce que vous recherchez comme colonne, et faire nos règles habituelles pour l'équivalence, et on voit ici que toutes les valeurs sont fausses, donc c'est une contradiction, donc ici on a bel et bien une contradiction. Alors ici je rappelle juste les règles, donc les définitions, donc quand on a des propositions parfois fausses, parfois vraies, on dit que c'est une contingente. Quand tous les éléments sont faux, on parle d'une contradiction, ce qui est le cas pour notre exercice ici. Alors que si c'était toujours vrai dans toutes les valeurs de vérité, alors c'était une loi logique, c'est une loi qui est logique, l'énoncé est logique, donc c'est toujours vrai. Voilà, c'est pour rappeler les définitions, mais en tout cas ici on est dans le cas d'une contradiction. Encore un exercice, à vous de jouer, donc faites une pause sur la vidéo et puis essayez de trouver par vous-même. Mais en tout cas, je vous mets la résolution ici. Et donc voilà, on a une application, on se divise et on a une conjonction, puis une négation ici. Puis on subdivise et alors on a l'implication et la négation, etc., etc. Puis on a P et Q. P et Q, on met dans la vérité. N'oublions pas qu'on a une négation de Q et une négation de P, donc on les met ici. Et alors on fait l'implication de P et Q en impliquant, et donc on applique la table de vérité d'une implication, ce qui est le cas. Puis après on fait la conjonction, ok, on remonte encore des étages, et donc on a la conjonction de tout ça, et puis on termine en beauté au sommet, donc par l'implication, et on fait donc la table de vérité de tout ça. Et alors on a les valeurs de vérité pour la proposition composée ici, et donc ici on voit qu'on a toutes les valeurs qui sont vraies, donc c'est une loi logique, c'est une tautologie. Donc c'est toujours vrai, c'est énoncé, peu importe les valeurs de vérité, peu importe qu'on a des valeurs fausses ou vraies, la réponse est toujours vraie, et donc c'est une loi logique, c'est une tautologie. Voilà, et donc ça j'efface normalement ça.
Ça, je vais supprimer parce que c'est pas encore au point. Donc, si le patient a de la fièvre et que son état général n'est pas bon, alors le patient a une infection. Donc, P et Q, c'est ce qu'on a dit au début. Et donc, juste en analysant tout ça, eh bien, on va donc analyser la table de vérité. Et donc, on voit que, par exemple, ici, dans le cas ici, on voit que P et Q sont vrais. Donc, le fait d'avoir le patient a de la fièvre et le patient a un état général qui est bon. Ok. S'il a les deux conditions, est-ce que d'office, il a une infection? Regardons ici. L'implication est toujours vraie, donc on ne s'intéresse pas à ce qui est faux ici, parce qu'on suppose que cette règle est toujours vraie. Donc on s'intéresse que toutes les valeurs qui ont uniquement des valeurs de 1. Et alors on voit que le patient a de la fièvre et son état général est bon. Regardez. Donc on voit que, est-ce que les deux, si elles sont vraies, est-ce que forcément le R est vrai? Non, regardez, il y a un cas de figure où pourtant, même si on a les deux, le fait qu'on a la fièvre et qu'on a un bon état général, regardez, on n'a pas d'infection. Ok, donc là, le fait d'avoir une infection est fausse, donc le R est faux. Pourtant, on a des cas où, si on a les deux conditions, donc le patient a de la fièvre et son état général est bon, eh bien, on a quand même un cas de figure où on a quand même une infection. Donc, on a deux cas de figure, soit on a une infection, soit on n'en a pas, au fait que si P et Q sont vrais simultanément. Et donc, là, voilà, c'est comme ça qu'on étudie la valeur de vérité en fonction de la table de vérité, donc en fonction de ce que vous aurez comme proposition à l'examen, parce que c'est l'examen 5UCM, vous regardez votre table de vérité, vous regardez qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui colle avec la table de vérité de ce qu'il faudra cocher. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on utilise ces tables de vérité. Et alors, ici, voilà, est-ce que l'implication, cette phrase est toujours vraie? Ok. Si il n'y a pas de restriction, est-ce que cette phrase est toujours vraie? Est-ce que c'est une loi logique de dire ça? Eh bien non, parce qu'on a quand même un cas de figure où on a une négation. Donc ce n'est pas une tautologie, ce n'est pas une contradiction, c'est une contingente, c'est-à-dire que parfois il y a des valeurs vraies, parfois il y a des valeurs fausses. Mais si dans l'énoncé on vous dit que cet énoncé-là est toujours vrai, si on vous met l'hypothèse que c'est toujours vrai, ça veut dire qu'on prend que les cas de figure où il n'y a pas de valeur fausse, et donc c'est pour ça que j'ai supprimé ici. On met pas donc on n'étudie pas le cas où ça vaut la valeur 0, donc c'est-à-dire la valeur fausse, si uniquement dans l'énoncé on vous dit que, en supposant par hypothèse que ceci est toujours vrai. Bien qu'en réalité, si on ne donne pas d'hypothèse, eh bien on regarde tous les cas de figure et on voit qu'on a quand même des cas de figure où on a une possibilité d'avoir des valeurs fausses. Donc ce n'est pas, si on vous donne l'énoncé tel quel, ce n'est pas toujours vrai parce qu'il y a un cas particulier où cette implication peut être fausse. Mais si on vous met l'hypothèse que, en supposant que cet énoncé est toujours vrai, alors vous prenez votre table de vérité et vous éliminez la ligne qui contient donc une valeur fausse pour le résultat de la table de vérité, car on suppose par hypothèse que c'est toujours vrai. Ok, c'est comme ça qu'on étudie le truc, et alors ensuite vous étudiez vos valeurs de vérité en fonction de ça. C'est comme ça qu'on vous posera ce genre de questions à l'examen. Donc voilà. Une petite application. Donc, je vous laisse le deuxième en exercice pour vous, mais ça, je vais le faire avec vous. Donc, comment on fait ça? Donc, si on est avare et travailleur, on devient riche. Jean est riche et travailleur, alors Jean est avare. Est-ce que c'est vrai ou faux, cette conclusion? On va regarder. Donc, si on est avare, le fait d'être avare, c'est A. Et travailleur, donc c'est travailleur. Là, on a une conjonction. Et on devient riche. On devient, il y a un virgule, c'est une implication. Riche est là. Jean est riche et travailleur. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que riche est vrai et que travailleur est vrai. Donc si ces deux-là sont vrais, comme dit ici, Jean est riche et travailleur, et donc il a les deux conditions, le fait d'être riche est vrai et travailleur est vrai, est-ce que, bien qu'on sait que cette proposition composée est toujours vraie, donc si on est avare et travailleur, on devient riche, donc en supposant qu'on est en train de parler de ça, et on suppose que l'implication est vraie, et qu'on suppose qu'on a on donne donc deux
deux éléments, on dit que riche est vrai et travailleur est vrai, est-ce que Jean est avare? Et donc ça, il faut faire la table de vérité. C'est ce genre de questions que vous pouvez avoir à l'examen. Donc, on a avare. Donc, pourquoi je ne veux pas cette couleur? Je veux celui-là. Voilà. Donc, A et T implique riche. Comment faire l'arbre syntaxique? Voilà. On a R et on a A et T. Donc on a notre fameuse conjonction. Ensuite, on a A et T. Et voilà. Et donc on a combien d'éléments, combien de propositions simples? On a A, T et R. Donc on fait une table de vérité de A, T et R. Donc A, T et R. Et alors on a notre fameuse conjonction et notre implication. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va mettre nos valeurs de vérité. Donc, dans ces valeurs de vérité qu'on va mettre dans cette table, on va donc résoudre. Et donc, comment on s'y prend? Alors, là, comme on a 3 propositions simples, donc notre colonne va être un peu plus longue. On va dire que c'est bon. Donc vrai, vrai, puis faux, 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 faux. Alors, vrai, faux, faux, vrai, donc vrai, faux, faux, vrai. Ah, je voulais pas faire comme ça. Donc vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Puis de nouveau, vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Alors on fait la conjonction de A et T. Donc rappelez-vous la règle de conjonction, la valeur est vraie si les deux sont vrais en même temps, donc vrai. Et donc si un des deux est faux, la réponse est fausse. Là c'est donc A et T. Donc vrai, vrai, faux, 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 faux. Donc faux et faux, ça donne faux. Faux et faux, ça donne faux. Donc 0 fois 0, c'est 0. 0 fois 0, voilà. 0 fois 1, ça donne 0. Donc 1 fois 1, ça donne 1. Donc ça, c'est plutôt la table de vérité pour les valeurs de vérité pour la conjonction. Et alors pour l'implication, eh bien, donc on fait l'implication donc de la conjonction et de R. Et la conjonction de et de R, donc ça donne vrai. Ici, donc vrai, vrai. Ici, ça donne faux. Ok. Ensuite, ici, ça donne vrai. Puis vrai, 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 vrai et vrai. Voilà. Là, on a fait notre table de vérité. Et nous, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse dans le cas où A est vrai. Et donc, travailleur est vrai. Ah non, pardon, c'était pas travailleur, c'était riche. Riche est vrai. Oui, on avait... ah non, c'est riche et travailleur. Et donc, c'est pas A. Ah, ok, pardon. Donc, riche est vrai et travailleur est vrai. Voilà. Comme ça, on ne fait pas de faute. Voilà, c'est ça qu'on est en train de chercher. Donc, on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder premièrement? Tout ce qui est donc des valeurs de vérité vraies nous intéresse pour l'implication, parce qu'on suppose que l'implication est toujours vraie dans l'énoncé. Et donc, ici, ces valeurs de vérité, on bypass, c'est pas ce qui nous intéresse. On s'intéresse qu'aux autres, ou l'implication, ou la table de vérité, les valeurs de vérité pour l'ensemble de la proposition composée est vraie. Donc, on regarde le reste. Et alors,
on s'intéresse dans le cas où le mot travailleur est vrai, en même temps que riche est vrai. Donc, ici, ici. Et alors, il y a ce cas de figure ici, ce cas de figure ici. Okay. Alors, bien sûr, l'application est vraie, c'est ce qui nous intéresse le plus, mais bon, on le sait déjà. Et donc, regardons ensemble. Vous voyez que quand le mot travailleur et riche est vrai en même temps, alors le mot avare est vrai, mais également faux. Donc, si on est riche et avare, donc si on est avare et travailleur, on devient riche. Et donc, Jean est riche et travailleur, donc il a 2 fois vrai. Est-ce qu'il est forcément avare? Ben non, parce que, regardez, on a 2 cas de figure. Soit le fait d'être avare est vrai, soit le fait d'être avare est faux, comme on a entouré en vert ici. Donc, on n'est pas sûr que Jean est avare. Donc, il y a une ambiguïté, donc la conclusion est fausse. Donc, le fait de dire que Jean est avare, c'est faux, parce qu'il y a la possibilité que Jean ne soit pas avare, au fait que on a une valeur fausse de vérité pour la proposition simple de avare, le fait d'être avare. Donc, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est faux. Donc, la conclusion n'est pas correcte, en tout cas. Donc, Jean est avare. Cette conclusion est fausse. Parce qu'il y a 2 cas de figure. Soit Jean est avare, soit Jean n'est pas avare. Malgré les conditions qui nous sont données dans les affirmations qui ont précédé. Alors, le deuxième, je vous laisse en exercice personnel. Voilà. Mais en tout cas, le but, c'est que vous ayez compris le principe. Donc voilà, c'est ce genre de questions que vous pouvez avoir à l'examen. Et donc la conclusion, pour dire si c'est vrai ou faux, vous cochez la bonne conclusion en fonction des valeurs de votre table de vérité en le regardant en même temps. Voilà, c'est ce genre de questions que vous pouvez avoir à l'examen. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette capsule.